Bonjour à tous. Alors merci d'être aussi nombreux, surtout à cette heure où déjà les estomacs commencent à crier famine. Alors nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui Monsieur l'ambassadeur Nicolas Normand. Je vous le présente. Après des études scientifiques qui l'ont conduit de l'École normale supérieure à l'Institut national agronomique de Paris, puis à l'ENA, c'est donc tout naturellement qu'il a embrassé la carrière diplomatique. Tout d'abord dans des cabinets ministériels, aux affaires étrangères, à l'économie et aux finances, à l'intérieur. Puis il sera conseiller à l'ambassade de France, à Washington et à Pretoria. Enfin, ambassadeur à Bamako, puis Brazzaville, puis Dakar jusqu'en 2013. Aujourd'hui, il est directeur adjoint de l'IHEDN, l'Institut des hautes études de défense nationale, en charge, entre autres, des activités internationales. Alors, son propos tourne autour de l'Afrique subsaharienne. Alors d'abord, un petit rappel. L'Afrique subsaharienne regroupe 48 États et près de 950 millions d'habitants, près du milliard donc. Déjà, en considérant uniquement les chiffres, c'est le terme de disparité qui semblerait le mieux approprié pour qualifier cet immense territoire de part et d'autre de l'Équateur. Or, dans de nombreux ouvrages ou publications très variées, les auteurs ont souvent découpé ou rassemblé des États en globalisant des éléments aussi divers que les ethnies, les ressources minérales, les religions, les conflits armés, la démographie, les infrastructures, l'environnement, jusqu'aux technologies de pointe et au type de gouvernance même, pour aboutir soit à un optimisme débordant, soit à un pessimisme patent quant au devenir de cette Afrique subsaharienne. Ces approches géopolitiques ou géoéconomiques, aux arguments décisifs pourtant, restent indispensables, mais fort générales. Alors, pour être au plus près de la réalité, faut-il insister sur des particularités, pénétrer plus avant dans l'analyse? Quelles sont les limites de cette globalisation géopolitique pour que l'on arrive peut-être à un consensus entre émergence ou chaos en Afrique subsaharienne? Monsieur Normand, monsieur l'ambassadeur, c'est à vous pour 40 minutes. Après, vous serez jeté au feu roulant des questions. Merci, madame. Bon. Alors, effectivement, vous avez très, très bien introduit ce sujet. Il sera d'ailleurs difficile d'arriver à un consensus sur une analyse un peu globale de ce qui se passe en Afrique, précisément parce qu'il est difficile d'être globalisant sur une situation assez contrastée en réalité. Alors, en premier lieu, il faudrait, je pense, avoir un diagnostic partagé, et ce n'est pas le cas, sur ce qui va mal en Afrique, ce qui n'est pas évident, je veux dire, à faire comme diagnostic. Je vais l'aborder cependant. Ensuite, j'aborderai effectivement cette question de savoir si les choses vont vraiment maintenant s'améliorer durablement ou s'il y a encore des obstacles. Quels obstacles, comment les surmonter? Alors sur le premier point, qui est de savoir pourquoi il y a un retard important en Afrique, alors je rappelle peut-être quelques chiffres sur ce retard. Par exemple, dans les décennies 1970 et 1980, donc sur 20 ans, l'Amérique latine et l'Asie de l'Est ont eu des croissances de 5% pour l'Asie de l'Est, de 2% pour l'Amérique latine, alors que l'Afrique a stagné. Vous avez également un nombre de pauvres qui, globalement, a augmenté en Afrique. Si vous prenez les pays les moins bien classés par l'indice de développement humain, vous en avez 31 sur 35 qui sont des pays africains. Cet indice est fait sur une combinaison pauvreté, santé et éducation. Aujourd'hui encore, le niveau de vie d'un Africain de l'Afrique subsaharienne est en moyenne le tiers d'un Asiatique ou le quart d'un Latino-Américain. Et aujourd'hui encore, 40% de la population d'Afrique subsaharienne, donc environ 350 millions de personnes, vivent dans une extrême pauvreté avec moins de 1,25 $ par jour. Donc je disais 40%, la proportion en Asie du Sud est de 17%,
En Amérique latine, c'est de 4%. En Chine, par exemple, aussi, c'est de 4%. Donc vous voyez, 4% d'un côté, 40% de l'autre. Une différence très très importante. Si on fait des analyses un peu plus subtiles, comme l'ont fait des économistes américains, ils ont fait des études économétriques sur une durée plus longue, sur la période 1960-2000, période assez pertinente puisque ça correspond au début des indépendances. La croissance africaine a été de 0%. En fait, si vous rapportez le poids, si vous tenez compte du poids de la population, les statistiques faites par le FMI et la Banque mondiale, en général, c'est des moyennes de croissance de PIB rapportées au PIB, ce qui n'est pas un très bon indicatif. Ça minimise le poids du Nigeria et ça surestime le poids de l'Afrique du Sud. Donc si vous tenez compte du poids de la population, vous avez sur cette période de 40 ans une croissance de 0,13%, ça veut dire 0%, alors que dans le reste du monde en développement, sans entrer dans le détail, vous avez 3,63%, donc une divergence de 3,5% de points de croissance entre l'Afrique subsaharienne et le reste du monde en développement sur la période de 40 ans, 1960-2000. Donc il faut pouvoir expliquer cette divergence de 3,5 de points de croissance entre l'Afrique subsaharienne et les autres régions en développement sur 40 ans. L'économiste américain qui a étudié de plus près cette question estime que les raisons, pour résumer, sont de 4 types qui tiennent toutes à de mauvais choix de politique économique. D'abord, le fait que pendant assez longtemps, il y a eu beaucoup de régimes qui ont choisi un mode de développement économique inspiré du modèle de l'URSS ou au moins d'un socialisme assez affirmé, donc une régulation excessive de l'économie. C'est la première raison qu'il donne. Il donne une deuxième raison qui est l'accaparement par les dirigeants du pays et des problèmes de redistribution. Il donne une troisième raison qui est la mauvaise gestion dans le temps des ressources, notamment lorsqu'elles sont un peu cycliques comme les produits de base. Ou un autre exemple, c'est l'endettement qui n'a pas été suivi d'investissement productif. Ça fait aussi partie de la mauvaise gestion dans le temps. Et il donne une dernière raison qui est la crise qu'ont connue beaucoup d'États. Je reviendrai sur ce problème, soit des États fragiles, des États faillis, ou des guerres civiles qu'ont connu beaucoup de pays africains. Donc il donne ces 4 raisons pour expliquer le retard. En fait, cette liste est incomplète de mon point de vue. Il y a eu d'autres études qui ont étudié d'autres raisons. Je les cite très rapidement parce qu'on n'a pas le temps de développer. Il y a des raisons géographiques. Il se trouve par exemple que 35% de la population d'Afrique subsaharienne vit dans des États enclavés avec de faibles ressources. Et cette proportion n'est que de 1% dans le reste du monde en développement. Il y a aussi des raisons liées, toujours géographiques, aux maladies et aux techniques agricoles qui n'ont pas été beaucoup développées dans les régions tropicales. Il y a une deuxième théorie ou explication qui est d'ordre historique et qui insiste sur l'impact de l'esclavage et de la colonisation. Moi, je suis d'accord avec cette théorie. Et il y a un économiste américain qui s'appelle Nathan Nunn, qui est professeur à Harvard, qui a étudié ce problème, qui a essayé de faire des modèles mathématiques là-dessus, notamment en exploitant toutes les statistiques de l'esclavage, puisque, en fait, il y a des statistiques assez détaillées sur la traite atlantique. Il y en a évidemment beaucoup moins sur les 3 autres traites qui étaient les traites à travers le Sahara, à travers l'océan Indien et à travers la mer Rouge. Mais au moins sur la traite atlantique qui a duré moins longtemps, il y a des statistiques. Et il a essayé de corréler ça avec le niveau de développement actuel des pays. Et il a trouvé qu'il y avait une corrélation forte. Et lui, il va jusqu'à dire que 72% de l'écart de développement entre l'Afrique subsaharienne et le reste du monde en développement serait dû à la traite de l'esclavage. Avec deux effets, en fait, une dépopulation de l'Afrique et puis aussi un effet sur les structures politiques des pays africains, voire sur la psychologie même des Africains. Il est évident que beaucoup d'États qui existaient ont été déstructurés, souvent remplacés par des bandes armées qui capturaient des personnes pour les revendre. Donc ça a introduit une instabilité politique assez forte en Afrique.
Il y a un chercheur américain, un autre chercheur de la New York University qui s'appelle Wang Checon, qui a complété ses travaux et qui, lui, il tend à montrer par des études économétriques aussi que les populations dont les ancêtres étaient fortement menacés par le commerce des esclaves se sont repliées sur elles-mêmes et ont développé une défiance à l'égard du gouvernement, par exemple. Je précise que ces études établissent que les pays les plus pauvres aujourd'hui en Afrique sont ceux où le prélèvement d'esclaves a été le plus important et qu'à l'époque où ce prélèvement avait lieu, c'était les pays les plus développés d'Afrique aussi. Donc ça, c'est assez intéressant à noter. Donc voilà, alors il y a une autre théorie qui est intéressante, qui est la théorie culturaliste, qui insiste sur un certain nombre de normes sociales et culturelles qui caractérisent les cultures africaines subsahariennes et qui ne seraient pas favorables à l'individualisme et au libéralisme économique. Il y a un livre écrit, il y a plusieurs livres là-dessus. Il y a par exemple le livre d'une Camerounaise qui s'appelle Madame Rabou, « Et si l'Afrique refusait le développement ?» Il y a un autre Africain qui a écrit, M. Manguette, qui a écrit « L'Afrique a-t-elle besoin d'un ajustement culturel ?» Il y a un Malien qui s'appelle Moussa Konaté qui a écrit un livre « L'Afrique noire est-elle maudite ?» Bon, je n'ai pas le temps de développer leurs thèses, mais ces thèses sont réfutées par un certain nombre de gens. Par exemple, dans le livre de Severino sur le temps de l'Afrique, il réfute ces thèses en disant on disait la même chose avant sur l'Asie. C'est vrai qu'il y a un prix Nobel d'économie qui avait expliqué dans les années 50 ou au début des années 60 que l'Asie n'allait pas se développer pour des raisons culturelles. Alors maintenant, on se sert de ça pour dire que ces raisons ne sont pas valables pour l'Afrique. Moi, je pense qu'elles sont en partie valables parce que depuis Max Weber, on sait que les questions de culture et de subjectivité sont importantes dans le développement économique. Et lui-même, vous le savez, a analysé les effets du protestantisme sur l'essor du capitalisme en Europe. Donc pourquoi pas également faire ce genre de théorie sur les pays africains. Avec quand même évidemment la réserve, c'est que les cultures ne sont pas quelque chose de figé, au contraire, elles sont extrêmement évolutives, voire mutantes, et que l'éducation, la modernité, l'urbanisation font évoluer ces cultures, évidemment. Il n'empêche qu'elles restent assez importantes encore aujourd'hui. Il y a une autre théorie importante, j'y reviendrai plus en détail un peu plus tard si j'ai le temps, c'est la théorie institutionnelle. C'est la question de savoir si l'État, voire la démocratie, sont adaptés aux situations africaines. J'y reviendrai parce que c'est un sujet important. Il y a eu beaucoup d'études là-dessus. Voilà. Moi, je pense d'ailleurs globalement que oui, et que cela étant, les difficultés d'adaptation des structures étatiques occidentales, enfin j'y reviendrai, expliquent quand même un certain nombre de difficultés. Et il y a une autre théorie qui est mise en avant, bien que moi je ne suis pas d'accord avec ça, par le livre de Severino et de Ray qui s'appelle « Le temps de l'Afrique », qui est justement le livre qui a vraiment lancé l'afro-optimisme. Lui, il dit finalement, si l'Afrique ne s'est pas bien développée, c'est pour des raisons en fait conjoncturelles, parce qu'il y a eu un emballement avec un endettement très fort et qu'il y a eu ensuite une chute soudaine et durable des cours des matières premières, une hausse très importante des taux d'intérêt, des prêts, et en plus une baisse de l'aide au développement au même moment. Et lui, il explique beaucoup de problèmes africains par cet événement ou cette théorie des cycles économiques qui insiste sur la conjoncture. Il reconnaît quand même qu'il y avait des problèmes aussi sur les politiques économiques qui donc étaient pas forcément adaptées non plus. Et donc c'est un mélange quand même de conjoncturel et de structurel. Donc voilà pour les différentes explications. Donc vous voyez bien que les explications du retard africain sont une combinaison quand même de ces différentes raisons. Et il y en a une que je voudrais en plus rajouter, qui est la question du dividende démographique, qui est importante. Le dividende démographique, c'est le moment où la natalité baisse, ce qui permet à la population active, en âge de travailler, de devenir plus nombreuse que la population à charge, c'est-à-dire les enfants ou éventuellement les vieillards. Il se trouve que les pays d'Asie du Sud, du Sud-Est surtout, ont bénéficié fortement, tous ces tigres
et dragons asiatiques, ils ont bénéficié fortement de ce dividende démographique, alors que les pays africains n'ont pas encore engrangé ce dividende démographique. La question se pose de savoir s'ils vont le faire maintenant ou pas. Et ça, j'y reviendrai. Ça détermine en partie l'euro-optimisme ou l'euro-pessimisme. Un des éléments de la réponse à cette question, c'est de savoir si l'Afrique va ou pas, parce que la question se pose, entrer dans cette période de transition démographique. Si elle rentre, il va y avoir un dividende démographique qui, sous certaines conditions, qui ne sont pas toutes remplies, vont créer beaucoup de croissance. Mais si l'Afrique ne rentre pas dans cette période dite de transition démographique, c'est-à-dire de baisse de la natalité, pour être clair, si l'Afrique ne parvient pas à baisser sa natalité rapidement, il va y avoir des problèmes assez importants sur lesquels je reviendrai, si j'ai le temps. Alors, j'ai plus beaucoup de temps, je vois. Alors, en fait, pour répondre un peu à cette question, est-ce que les choses vont fortement s'améliorer ? Je vous ai fait un tableau pour l'instant assez négatif, mais vous savez aussi que depuis 15 ans, les taux de croissance sont repartis. Et donc, il y a des raisons, de nouveau, d'être beaucoup plus optimiste et de penser que toutes ces difficultés que j'ai mentionnées sont en cours d'être dépassées et d'être traitées. Vous avez en particulier un certain nombre de facteurs favorables à l'émergence que je voudrais rapidement mentionner. Le premier, c'est que les ajustements structurels qui sont tellement critiqués, en fait, ont rendu, malgré tous leurs coûts humains, et on pourrait en reparler, ont rendu un service important d'assainissement. Aujourd'hui, on tire les profits en fait, de ces cures d'ajustement structurel qui étaient de toute façon nécessaires, mais j'y reviendrai, et qui n'étaient pas entièrement non plus de la faute du FMI. Et comme on l'a dit, c'était une responsabilité partagée entre les pays africains et le FMI de définir ces programmes. Il y a eu des problèmes de surévaluation du franc CFA qui ont été un peu surmontés à partir de 1994, mais qui se reposent quelque peu aujourd'hui. Vous avez eu aussi, en plus des ajustements structurels, un désendettement considérable des pays africains qui s'est fait par phase. Au début, c'était le Club de Paris, on traitait les échéances année par année. À partir, ça c'était au début des années 80 et jusqu'en 90. Après 90, on a commencé à annuler complètement la dette. D'abord, année par année, le service de la dette. Et à partir de 1996, il y a eu la fameuse initiative PPTE qui annule le stock de la dette sous certaines conditions. C'était le stock de la dette bilatérale publique. Il restait le problème du stock de la dette publique multilatérale qui a été traité à partir de 2005, une autre initiative. Et donc même la dette à l'égard du FMI, de l'AID, de la Banque mondiale, du FAD, de la BAD, etc., a été annulée. Donc il y a eu en fait un espèce d'effet de plan Marshall assez important pour l'Afrique. Vous avez eu dans la même période une hausse des matières premières pendant la décennie 90, 2000, 2010, dans laquelle nous sommes. Enfin, ça commence à se tasser fortement. Donc cette hausse des matières premières est importante. Et Severino, dans son livre qui s'appelle Le temps de l'Afrique, qui est un peu la Bible des afro-optimistes, insiste beaucoup sur l'effet positif de la démographie. Lui, en fait, il fait l'hypothèse, a priori, sans le dire vraiment, qu'il va y avoir un dividende démographique, c'est-à-dire un ralentissement en même temps de la natalité. Et il dit que l'Afrique est sous-peuplée. Effectivement, pour l'instant, la densité est assez faible. Vous avez 15% de la population sur 25% des surfaces émergées. Donc, vous voyez qu'il y a une densité plus faible qu'ailleurs. Ça va, la densification, l'urbanisation, tout ceci va créer des marchés et ça va stimuler la croissance. Voilà, c'est ce qu'il pense. Alors en fait, il y a des limites à ces analyses euro-optimistes, qui est, bon, évidemment que la situation est très contrastée, qu'aujourd'hui, vous n'avez pas de pays vraiment riches encore en Afrique. Il y en a 10 seulement qui ont plus de 4 000 $ de revenus annuels par habitant, à comparer à plus de 40 ou 50 000 pour la France, par exemple. À l'autre extrémité, vous avez plus de la moitié des pays qui ont une croissance également qui reste faible et un PNB par habitant inférieur à 1 000 $. Je le disais tout à l'heure, il y a encore une très grande pauvreté. Vous avez aussi
bon, enfin, j'ai pas le temps d'entrer dans le détail, mais beaucoup de critères de pauvreté que j'ai un petit peu mentionnés tout à l'heure. Quant à l'émergence proprement dite, les analyses qui ont été faites sur le sujet considèrent qu'il n'y a que 2 ou 3 pays en Afrique qui sont vraiment aujourd'hui sur le terrain de l'émergence, qui sont l'Afrique du Sud, mais ça s'est un peu tassé depuis, Maurice et le Botswana. Le Botswana est très souvent cité comme un pays modèle au point de vue politique, économique et résultats. Donc, pour résumer, cet afro-optimisme, à la fois sur des considérations théoriques et objectives, celles que j'ai mentionnées, le désendettement, l'effort d'ajustement structurel, la démographie, ça c'est théorique et c'est objectif. Et vous avez aussi des éléments subjectifs et empiriques qui sont ce qu'on a constaté vraiment, les politiques qui ont été vraiment suivies. Et donc vous avez une résultante de tout ça, compte tenu du passé qui reste, qui continue de peser, et toutes ces contraintes que j'ai mentionnées, ces contraintes historiques, géographiques et autres. Vous obtenez en fait une divergence, une différenciation de plus en plus marquée entre les pays africains, et c'est la situation qu'on observe aujourd'hui. Vous avez en gros 4 catégories de pays, mais en fait chacune de ces catégories devrait se subdiviser elle-même en 2 ou 3 catégories, mais enfin je suis obligé d'aller vite. Vous avez une première catégorie d'États qui n'ont pas du tout décollé et qui s'enfoncent en fait, qui ne réussissent absolument pas. Ce sont les États faillis. Alors vous en avez 4 sur le continent africain en comptant la Libye au nord, et vous en avez 3 en Afrique subsaharienne actuellement, c'est la RCA, la Somalie et le Soudan du Sud. Ce sont vraiment 3 pays qui sont en crise grave. Vous avez une autre catégorie de pays qui sont des pays fragiles, qui peuvent de temps en temps tomber dans la première catégorie des États faillis ou en sortir. Ce sont les États pauvres et fragiles. Vous avez là-dedans tout le Sahel. Et vous avez des États comme le Tchad, la RDC, etc., qui sont un peu dans cette catégorie aussi. Vous avez des États qui s'en sortent de mieux en mieux, mais qui ne sont pas encore vraiment sortis d'affaires, qui sont des États en convalescence ou en progression forte. Il faudrait faire aussi des subdivisions. Ça, c'est une catégorie de nombreux pays. Je pense que c'est pratiquement la majorité des pays. Et vous avez une dernière catégorie d'États véritablement performants, que j'ai déjà cité tout à l'heure. Mais cette catégorie tend à être rejointe par un certain nombre d'États de la catégorie précédente. Par exemple, le Cap-Vert, peut-être la Côte d'Ivoire, le Ghana, sont en train de rejoindre cette catégorie des États performants qui deviendront émergents si leur stabilité et leur taux de croissance élevé, qui sont de l'ordre de 8 à 9, voire 10% pour certains d'entre eux. On peut mettre l'Éthiopie aussi dans ce groupe, mais l'Éthiopie part d'une situation de grande pauvreté, mais a des performances tout à fait remarquables. Donc il y a tout un groupe de pays qui sont dans la 3e catégorie des pays qui marchent bien et qui pourraient devenir véritablement performants, voire émergents, si la situation se maintient sous cette forme sur une durée longue. Parce qu'il faut une durée longue parce que le point de départ est bas. Et il faut en gros une vingtaine d'années avec des rythmes de croissance de 8%. Pour que, il faut, avec des taux de croissance comme ça, il faut pratiquement doubler et quadrupler le PIB pour arriver à un niveau de développement convenable. Alors, je vais peut-être terminer là-dessus en disant qu'il y a des obstacles qui ont été quand même clairement identifiés aujourd'hui, mais dont le traitement n'est pas encore bien au point, de mon point de vue. Il faut peut-être se concentrer sur le problème des États faillis et s'interroger pourquoi ça ne marche pas. Et ça vaut aussi pour les États fragiles. Et ce sont des États, s'ils sont fragiles, il faut se demander pourquoi. Et en fait, il faut retourner aux théories faites au XVIIe siècle par Hobbes et par Locke, qui vous expliquent bien le fonctionnement des États. Et ça reste parfaitement valable pour l'Afrique aujourd'hui. Hobbes explique que il est important de déléguer un certain nombre de choses à l'État pour se protéger contre les ambitions des autres
habitants de votre territoire. Lui, il insiste sur le fait que les hommes se veulent du mal les uns aux autres et qu'ils sont mus par des ambitions personnelles qui sont le désir, l'ambition, la peur, etc. Enfin, il analyse ça dans son traité de 1600 et quelques. Et il est important d'avoir un État qui vous protège contre autrui et qui instaure des règles. Et Locke introduit une petite nuance, il dit les hommes ne se veulent pas forcément du mal, et il est rejoint en cela par des anthropologues modernes qui expliquent qu'il y a des sociétés civiles qui fonctionnent bien sans État, par exemple en Amazonie, mais c'était le cas aussi en Afrique. Et donc l'État n'est pas indispensable, mais l'État devient nécessaire quand il faut protéger ces sociétés civiles et leur donner un espace garanti. Enfin, quels que soient les deux ont raison, ça dépend des situations de chaque pays. Et en tout état de cause, l'État apparaît comme une structure qui est nécessaire et qui doit être assez forte pour exercer son rôle. Mais l'État n'est pas suffisant. L'État, c'est les structures avec toute l'administration. Il faut une deuxième chose qui est le contrat social qui fonctionne bien également. Et donc, il faut que la population ait des règles de société civile entre elles pour fonctionner bien. Et dans les États fragiles et les États faillis, c'est l'un ou l'autre, ou parfois les deux, qui ne fonctionnent pas bien. Ces deux piliers de l'État, la société civile et les structures étatiques proprement dites. Et donc, il faut pouvoir traiter cela. Alors, je n'ai pas le temps de rentrer dans les théories qu'ont faites Jean-François Bayard, Jean-François Médard et d'autres sur l'État fragile et les problèmes d'adaptation de l'État en Afrique, mais qui sont importantes parce que ça explique un certain nombre de dysfonctionnements de l'État en Afrique. Même chose pour les démocraties, il y a des dysfonctionnements des démocraties en Afrique. Ma conclusion personnelle sur ces questions des institutions, État et démocratie, c'est qu'on ne peut pas s'attendre à ce que des structures assez neuves, arrivant sur une situation très déstructurée, fonctionnent aussitôt et produisent les mêmes résultats que des systèmes qui ont mis des siècles à se peaufiner dans les pays occidentaux. Et donc, c'est normal qu'il y ait des problèmes, mais il faut voir les tendances. Moi, je pense que ces problèmes s'améliorent, et je mettrai dans les arguments des afro-optimistes le fait que la démocratie progresse, le fait que les États progressent quand même en Afrique, les institutions progressent, la gouvernance progresse. Alors bien sûr, on peut trouver des exceptions assez nombreuses, mais la tendance globale, pour différentes raisons, qui sont liées au développement de la société civile, aux pressions des bailleurs de fonds, aux évolutions des pays, à la fois les États et la société civile et la gouvernance progressent dans la plupart des situations, et donc c'est aussi à mettre au compte des afro-optimistes. Donc en conclusion, vraiment là je suis obligé de m'arrêter, il y a des zones qui sont vraiment très problématiques. La zone, à mon avis, la plus problématique d'Afrique, c'est le Sahel. J'aurai l'occasion d'y revenir, avec aussi le développement de nouvelles formes de conflits. Alors, je n'ai pas développé les conflits, mais contrairement aux idées reçues, il y a de moins en moins de conflits en Afrique. Il y a eu des études aussi économétriques très précises par des chercheurs américains qui établissent que les conflits sont de moins en moins longs, de moins en moins meurtriers, qu'il y en a de moins en moins, qu'aujourd'hui, il n'y a plus de grandes guerres en Afrique, il n'y a plus que des guérillas périphériques qui sont loin des capitales en général, sauf dans les États faillis. Et donc, il y a une pacification de l'Afrique qui est mal perçue peut-être par l'opinion publique en Europe, mais qui est importante. Moi, en tant que diplomate, je l'ai vécu. Quand je suis rentré au Quai d'Orsay, il y avait la guerre partout en Afrique. Toute l'Afrique australe, Mozambique, Angola, Namibie, Afrique du Sud, toute l'Afrique centrale aussi, toute l'Afrique de l'Ouest, toutes les côtes d'Afrique de l'Ouest étaient en guerre. Aujourd'hui, il n'y a presque plus de guerre en Afrique, en fait. Il n'y a plus que quelques guérillas résiduelles. Donc, ça fait partie aussi des éléments afro-optimistes. Mais la situation est un peu différente au Sahel. Je n'ai pas le temps d'y revenir, sauf s'il y a des questions. Voilà. Nous vous remercions, monsieur l'ambassadeur. Alors, en fait, au début, vous étiez relativement pessimiste, d'après votre description. Et puis, il y a quand même une note qui laisse beaucoup d'espoir. Mais vous avez beaucoup parlé. Moi, il y a une chose, je me permets de vous poser une question avant les vôtres. C'était les codes utilisés. Vous avez parlé de démocratie. Donc, pour moi, démocratie, ce sont les codes européens. Et vous n'avez jamais parlé de codes africains. Est-ce qu'ils existent? Est-ce qu'on peut
les faire valoir pour développer le pays. Alors, je ne sais pas si... Oui, bon, alors, j'élargis un tout petit peu votre question à l'État aussi. Il y a des gens qui disent que l'État est un concept occidental. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette idée. L'État est un concept universel. C'est-à-dire que ça ne fait pas référence à une culture, mais ça fait référence à la raison. C'est un mode d'organisation rationnel et non pas culturel. Voilà. Donc, si on admet ce principe, l'État s'adapte partout. C'est le premier point. Et j'ai tendance à dire la même chose pour la démocratie. C'est aussi un mode de fonctionnement assez rationnel. On n'en a pas trouvé tellement de meilleurs. Et donc, l'État et la démocratie ne privilégient pas une culture particulière ou une communauté particulière. Bon, on peut partir de ce principe général. Maintenant, il faut apporter des nuances, parce que dans l'État, il y a la question du contrat social, où là, vous retrouvez quand même les éléments anthropologiques et sociologiques particuliers de chaque culture. Même chose pour la démocratie. Et le problème aussi est souvent posé des ethnies, de la démocratie, la question du 51% contre 49%, etc. Moi, je pense que la démocratie en Afrique correspond à une aspiration profonde de la population, que ça correspond aussi à des traditions anciennes et que dans la plupart des cultures africaines, c'était pas un dictateur, c'était rarement. Il y a eu ça à l'époque esclavagiste, mais avant, quand on regarde de plus près, la plupart des cultures africaines traditionnelles reposaient sur une discussion, voire sur un certain consensus. Alors le consensus, c'est pas exactement la démocratie, mais il y avait un débat et ça ressemblait d'assez près à la démocratie athénienne, en fait. C'est-à-dire une démocratie à petite échelle dans une cité. La démocratie est censée avoir été inventée par la Grèce antique, mais peut-être qu'elle a été inventée par l'Afrique en même temps. Réellement, la question se pose. Et vous avez par exemple la charte du Bandé, qui est un document assez connu, qui est une espèce de charte démocratique et même de défense des droits de l'homme, qui remonte à de nombreux siècles antérieurs. Donc ça correspond à une sensibilité et une culture africaine. Donc les Africains se retrouvent assez bien dans la démocratie. Maintenant, la démocratie a été déformée, accaparée, manipulée, etc., instrumentalisée. Et ça, c'est vrai aussi. Mais il y a une progression, je le disais tout à l'heure, pour une amélioration de la démocratie. Et c'est visible, en fait. Si vous regardez vraiment année après année, la démocratie s'améliore constamment en Afrique. J'en suis convaincu. C'est à vous. Bonjour, Florent Corneau, étudiant à l'Institut des Relations Internationales à Paris. J'aimerais vous poser une question sur l'Union africaine. Est-ce que vous pensez que l'Union africaine est un outil d'émergence pour l'Afrique ou plutôt une dispersion des forces étatiques ou de la société civile? Et est-ce qu'il ne faut pas effectuer un renforcement des États avant la régionalisation ou plutôt effectuer ces deux phénomènes en parallèle? Merci. Bon, c'est une question un peu difficile. Il y a une question que vous n'avez pas posée, qui est le panafricanisme. Parce que certains continuent de dire que tous les problèmes viennent de la division en 54 États ou 48 en Afrique subsaharienne. Je ne crois pas à cette théorie, personnellement. Je ne crois pas non plus au panafricanisme comme une solution, ça me paraît utopique. Mais l'Union africaine, c'est pas ça, c'est pas exactement ça. C'est une enceinte de concertation, en fait, pour l'ensemble des pays africains. Alors, ça ne fait pas de mal de se concerter. Moi, je pense qu'il n'y a pas grand-chose de très important, disons, à attendre de l'Union africaine. Il faut bien qu'il y ait un endroit où les pays africains se concertent. Mais si vous discutez, comme je le faisais souvent avec des chefs d'État africains, ils n'attachent pas trop d'intérêt à l'Union africaine, quand même, me semble-t-il. Hein. C'est-à-dire, c'est difficile pour un organe central à Addis Abeba voilà, de s'ingérer en quelque sorte dans les affaires de ses États membres. Cela étant, l'Union africaine, pour revenir à la démocratie, promeut un certain nombre de règles de démocratie, d'état de droit, de bonne gouvernance. Donc elle incite grosso modo les pays africains dans la bonne direction. Elle a un rôle plutôt positif. On peut s'interroger, mais ce n'est pas exactement le sens de votre question, sur son rôle dans l'architecture africaine de sécurité, où elle a inventé une espèce d'usine à gaz très compliquée avec des forces en attente dans 5 sous-régions,
plus une espèce de force rapide, la CARIC, etc. Tout ceci ne marche pas très bien et je ne pense pas que ça va marcher un jour, à mon avis. Donc il faut rester plus pragmatique et traiter ces questions plutôt au niveau sous-régional, de mon point de vue. Mais l'Union africaine va continuer de s'en occuper et elle reçoit beaucoup d'argent de l'Union européenne pour développer une bureaucratie qui, de mon point de vue, n'est pas extrêmement productive. Enfin bon. Question, oui. Oui. Ici aussi. Non, mais il y a un monsieur qui a le micro. Voilà, pardon. Monsieur. Oui, bonjour monsieur. Je ne partage pas votre... On me comprend bien là, oui? Oui, oui. Je ne partage pas votre optimisme parce que ça fait une dizaine de... On vous entend. Non, apparemment il y a un problème. Allez-y. Voilà. Je ne partage pas votre optimisme quant à l'évolution de l'Afrique parce que ça fait une dizaine de conférences que j'écoute et il me semble qu'on parle plus de problèmes que d'autres choses. Je voudrais simplement... On parle de la démographie comme une chance, mais peut-être pas vraiment... Ça peut être une source de problèmes. La gouvernance et l'insécurité sont quand même très mitigées dans l'ensemble. Vous avez vous-même dit que les 50 années qui se sont passées n'ont rien donné. Alors, d'où vient votre optimisme? Je pense que l'Afrique avait un handicap très important en 1960 et qu'elle a souffert de ce handicap pendant 40 ans. Voilà. Et qu'aujourd'hui, elle commence à en sortir. Et les raisons de mon optimisme, c'est que les conflits, par exemple, sont en voie de résolution. Il y a vraiment une pacification très importante de l'Afrique. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que l'État fonctionne de mieux en mieux en Afrique. C'est une troisième chose. Une deuxième chose. Troisième, c'est que la gouvernance progresse fortement en Afrique. Ensuite, vous avez des aspects macroéconomiques. Vous avez eu une période de très mauvais choix économiques par les pays africains au début des années 60 et 70 et 80. Par exemple, beaucoup de pays s'inspiraient du modèle soviétique. Je l'ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a un certain consensus sur ce qu'il faut faire en matière de développement économique. Donc les errements et les expériences économiques sont derrière nous. Vous avez aussi le désendettement qui est derrière nous. Maintenant, la situation financière est fortement améliorée. Et vous avez une progression de l'aide au développement, j'en ai pas parlé, mais enfin, ça représente quand même des montants importants. Elle n'a pas fléchi. Enfin, à mon avis, c'est marginal dans le développement, l'aide au développement, on pourrait en reparler. Ça représente de toute façon qu'une petite partie du financement du développement aujourd'hui. Tout le monde est d'accord là-dessus. Donc vous avez aussi, j'ai pas eu le temps de développer, mais des financements du développement qui sont en croissance en Afrique. Vous avez de plus en plus d'investissements étrangers en Afrique. Vous avez une ouverture commerciale. Vous avez une progression des économies africaines. Il faudrait nuancer, c'est vrai. Là, il n'y a pas encore d'industrialisation, la diversification est faible, etc. On est au début d'un processus, on est un peu à la croisée des chemins, c'est vrai. Il n'est pas certain que ça va aller mieux sur la durée, mais il y a quand même beaucoup d'éléments positifs. Sur la question de la démographie, de mon point de vue, c'est ambivalent. C'est-à-dire ça peut donner des choses très positives et ça peut donner des choses catastrophiques. Ça dépend de ce qui va se passer en matière de contraception des femmes, essentiellement. C'est vraiment ça le problème numéro un. Alors on peut dire que c'est lié au niveau d'éducation et de formation des jeunes filles, etc., mais pas seulement. Il faut aussi qu'il y ait des politiques publiques plus vigoureuses de planning familial dans un certain nombre de pays africains. Si ce tournant est pris, il faut convaincre les chefs d'État, il faut leur expliquer ce que c'est que le dividende démographique pour ceux qui n'ont pas tous compris. C'est le cas de quelques-uns au Sahel qui continuent de dire que la croissance de la population est une chance pour eux. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas du tout le cas. Il faut absolument réduire la natalité, surtout dans les pays du Sahel, sinon on va vers la catastrophe. Voilà. Donc là, on est à un tournant. Mais si ce dividende démographique est enregistré, ça voudra dire que la population active devient beaucoup plus importante que la population inactive. Il y a encore une condition que je n'ai pas eu le temps de développer tout à l'heure, pour que ça marche, et le bouquin de Severino, malheureusement, n'en parle pas à tort, c'est la question de la formation de cette jeunesse. Malheureusement, là je vais dans votre sens, monsieur, l'Afrique subsaharienne est le champion du monde des mauvaises performances éducatives. Et c'est une véritable catastrophe qu'il faut traiter.
vous avez actuellement 23% seulement des élèves du primaire qui obtiennent un diplôme du secondaire. Donc, pour l'essentiel, c'était d'ailleurs une des conséquences des objectifs du millénaire du développement, focalisation sur l'enseignement primaire, focalisation quantitative qui néglige la qualité et qui néglige l'enseignement secondaire et supérieur. Et donc il y a un problème de capital humain, c'est-à-dire de formation, qui n'est pas satisfait actuellement pour l'Afrique. Donc là aussi, il faudrait une politique vigoureuse pour améliorer les systèmes éducatifs en Afrique si on veut tirer profit du dividende démographique. Et ça va c'est ça qui explique la différence avec l'Asie. Hein. La différence avec l'Asie, c'est qu'ils n'ont pas été colonisés, ils n'ont pas eu l'esclavage ou très peu colonisés. Ils ont des États anciens, donc des structures qui sont déjà bien expérimentées. Ils n'ont pas beaucoup expérimenté le communisme, ou alors ils ont fait un communisme de marché comme au Vietnam, en Chine, où l'idéologie était purement confinée dans des sphères politiques, mais pas dans les domaines économiques. Ils ont eu un dividende démographique et ils ont eu un niveau d'éducation très élevé. Donc les niveaux d'éducation très élevés en Asie, l'effort qu'ils ont mis sur la question éducative explique largement la différence avec l'Afrique. Donc il faut remplir des conditions. Le développement en Afrique, il ne va pas venir comme ça, tomber du ciel. Il faut remplir un certain nombre de conditions. Une partie de ces conditions sont remplies aujourd'hui. Par exemple, les politiques économiques sont nettement meilleures qu'avant. Mais toutes les conditions ne sont pas remplies. La question du dividende démographique n'est pas bien remplie. La question de l'éducation n'est pas bien remplie. La question des conflits est aux 2 tiers remplie. Voilà. Donc, vous voyez, c'est une bouteille un peu à moitié vide, à moitié pleine. Et ça dépend des pays. Il y a des pays qui ont résolu tous ces problèmes. Le Botswana a résolu tous ces problèmes. Et donc, ça marche très bien. Maurice a résolu tous ces problèmes aussi. Ouais. Monsieur l'ambassadeur, merci. Je voulais vous poser une question un petit peu double. D'une part, il y a la question du Somaliland qui fonctionne à l'africaine et que personne ne veut reconnaître parce que les normes ne conviennent pas, c'est pas un vrai État. Enfin bon, c'est une question qui est compliquée. Les Anglais sont dedans, mais pourtant ça marche. Ouais, alors que le reste de la Somalie est dans un chaos c'est absolu. vrai, ouais. Ça, c'était ma première question. Et deuxièmement, vous êtes beaucoup appuyé sur les théories des économétriciens qui nous expliquent que c'est une théorie. Malheureusement, pour cause d'esclavage, les Africains subissent un retard. Maintenant, est-ce qu'on ne pourrait pas faire le même calcul à propos des plans d'ajustement structurel? Parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas en train de payer les dividendes extrêmement malheureux de ces plans d'ajustement structurel, parce que vous venez de parler de retard éducatif, vous venez de parler de conflits de basse intensité. Parce que ce n'est pas des conflits, mais enfin, les femmes se font violer tous les jours, la RDC est horrible, bon voilà. Bon, je réponds à votre question. Il y a deux questions. Alors, sur le Somaliland, j'ai dit tout à l'heure que la Somalie, y compris le Somaliland, était un des 3 États faillis actuellement en Afrique subsaharienne. Or, la Somalie, c'est le seul État de toute l'Afrique qui est parfaitement homogène sur le plan ethnique et culturel et religieux. C'est vraiment le type même d'État-nation au sens du 19e siècle en Europe. Voilà. Ce qui montre bien que le problème n'est pas ethnique, puisque l'État parfaitement pur, entre guillemets, sur le plan ethnique, est celui qui marche le moins bien en Afrique. De même, les frontières, Madagascar, ça a des frontières naturelles. C'est pas pour ça que ça marche mieux. Donc le problème n'est pas là. Alors, si on est opposé à la reconnaissance du Somaliland, qui effectivement a mis un peu d'ordre dans ce grand désordre somalien, c'est parce que la Somalie, c'est pour des raisons un peu idéologiques. C'est parce que la Somalie, étant un État parfaitement homogène, il est quand même dommage que le seul État homogène d'Afrique se coupe en morceaux, si vous voulez. Voilà. C'est ça, en fait, qui bloque les gens. Réellement, c'est que ça. Ouais. Et je partage un peu ce point de vue. Je dis, c'est quand même dommage que la Somalie se découpe en morceaux. Il vaut mieux créer une fédération, c'est ce qu'on essaye de faire. Il vaut mieux essayer de remettre de la paix là où ça ne va pas, alors dans le reste de la Somalie. Il y a aussi le Puntland. Il y a 3 morceaux en Somalie pour l'instant. Alors, en Somalie, pour dire juste un mot là-dessus, mais c'est un cas d'école intéressant, il faudrait une conférence entière sur la Somalie. Mais aujourd'hui, pour ne pas revenir sur l'histoire de la Somalie, vous avez une force de 12 000 soldats africains de différents pays, théoriquement, mais pas en réalité coordonnés par l'Union africaine, dont le salaire est payé par l'Union européenne, et ça coûte 60 millions d'euros par mois.
payés par l'Union européenne. Donc c'est la principale dépense que vos familles, vous-même et moi-même, faisons pour l'Afrique en ce moment, c'est le conflit de Somalie. C'est ça qui coûte le plus cher, en fait, de toute l'aide européenne à l'Afrique, c'est le conflit de Somalie, ce qui n'est pas connu. Ça coûte extrêmement cher. Et cette force de 12 000 hommes est très peu efficace, il faut le reconnaître. Elle n'arrive pas à restaurer l'ordre contre les Shebab djihadistes en Somalie. Bon, cela étant, faut-il complètement arrêter? Je crois qu'ils s'y sont mal pris. Enfin, il y a toutes sortes de problèmes. En tout cas, ça ne fonctionne pas très bien et ça coûte très très cher. Alors, la deuxième question, les plans d'ajustement structurel. Moi, je ne partage pas du tout ces jugements négatifs sur les plans d'ajustement structurel. Il faut qu'on arrête d'accuser les plans d'ajustement structurel. Alors certes, ils ont fait des dégâts, je le reconnais, mais ce n'est pas les plans qui ont fait des dégâts. C'est la situation qui a fait des dégâts. Ce n'est pas du tout la même chose. Les plans d'ajustement structurel, c'est la sanction, en quelque sorte, qui est intervenue après une période de mauvais choix et de très mauvaise gestion économique. Ce qui s'est passé, c'est que les pays africains, d'abord, ils n'étaient pas obligés de faire appel au FMI et d'avoir un plan d'ajustement structurel. C'était absolument facultatif. Il y a un certain nombre de pays qui ne l'ont pas fait, comme le Soudan ou comme Cuba en dehors de l'Afrique, qui n'ont pas voulu de plan d'ajustement structurel. Ils peuvent faire ce choix. Quand ils ont fait le choix d'un plan d'ajustement structurel, ils se sont adressés au FMI. Le FMI leur a dit, écoutez, vos dépenses, c'est 2 ou 3 fois vos recettes. Donc l'ajustement, ça veut dire que les dépenses doivent être égales aux recettes, sauf si vous pouvez avoir des emprunts qui financent la différence. Mais actuellement, vous ne pouvez pas avoir d'emprunt puisque votre pays n'inspire pas confiance. Bon. Et donc, on a demandé, dans ces conditions, de rajuster, de diminuer les dépenses. Mais ce n'est pas le FMI qui a choisi les dépenses à diminuer, c'est les pays qui ont choisi les dépenses. Les pays se sont dit, bon, je ne vais pas couper les salaires de mon armée, sinon elle va se révolter, et elle va me renverser. Donc, ils ont gardé le salaire des soldats. Ils ont dit, dans les écoles, c'est moins grave, on verra ce qui se passe plus tard. Donc, ils ont coupé les salaires des instituteurs, etc. Et ils ont coupé les services sociaux, en gros. Voilà. Ce qui d'ailleurs a été ensuite remplacé par des ONG religieuses dont on subit aujourd'hui les conséquences. Voilà. Mais ce n'est pas l'ajustement structurel, c'est les conséquences de mauvais choix économiques. Et maintenant, on est sorti de cette période. C'est-à-dire, c'est fini. Enfin, on a encore des conséquences en matière d'éducation, en matière de santé, parce que le secteur social a été investi par des ONG financées par l'Arabie Saoudite et le Qatar, ça c'est vrai. Mais du point de vue strictement économique, on est sorti de cette période d'ajustement structurel au sens propre. Oui, monsieur. Voilà, le micro est là. Merci beaucoup. Amadou Altine du CDS de Dakar. J'aurais peut-être voulu, avec, c'est vrai, votre expérience, que vous fassiez quand même le lien entre, justement, la résolution des problèmes dans l'Afrique subsaharienne avec l'intégration économique sous-régionale. Vous connaissez très bien, dans notre zone, bien sûr, nous avions l'Union économique et monétaire est-africaine, nous avons la communauté des États d'Afrique de l'Est, donc les deux au moins. Nous pensons que par rapport aux problèmes qui existent aujourd'hui, l'intégration peut permettre d'accélérer la résolution de ces problèmes. Nous en sommes presque convaincus. Je vous remercie. Non, je suis d'accord avec vous. Alors, je n'ai pas critiqué non plus cette intégration, simplement je l'ai zappé parce que je ne pouvais pas parler de tout. Mais c'est important, cette intégration. Et aujourd'hui, le commerce interafricain, malgré des déclarations et des structures d'intégration, est beaucoup freiné, beaucoup plus que dans d'autres régions du monde, par toutes sortes de contrôles et de barrages. Donc on est loin encore d'avoir constitué des marchés uniques qui seraient l'objectif recherché. Mais a priori, effectivement, un moyen de dépasser cette division des frontières et de développer des infrastructures communes aussi, c'est d'avoir des associations, des structures régionales. Et ça fonctionne pas mal quand même, ça fonctionne assez bien. Et c'est quelque chose qui doit être encouragé, et qui l'est d'ailleurs. Enfin, tout le monde est d'accord là-dessus, je veux dire, il n'y a pas de polémique à ce sujet. Les structures régionales, CDEAO ou autres, il y en a dans toutes les régions d'Afrique, sont bénéfiques et utiles. Ouais. C'est sans doute le meilleur niveau d'ailleurs, plus que l'Union africaine, qui est plus politique. Ouais. Alors, oui, bah, écoutez, monsieur, ici... Là, merci, monsieur l'ambassadeur. Oui, pardon, où est-ce que vous êtes? Ah oui, ok. Oui, je suis M. Ibrahim Assar, je suis auditeur au Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Dakar. Très bien. Je sais que vous avez été ambassadeur au Sénégal et que vous avez certainement dû diagnostiquer, analyser la situation du Sénégal. Donc je dis que vous avez été ambassadeur au Sénégal et que vous avez dû analyser et diagnostiquer la situation au Sénégal. Je voudrais savoir qu'est-ce que le Sénégal
doit faire aujourd'hui pour rejoindre le tiercé gagnant que vous avez évoqué tout à l'heure? Alors, d'abord, je voudrais dire que le Sénégal est bien classé dans les différents indices internationaux. Vous savez, maintenant, il y a des indices, je n'ai pas eu le temps de développer ça, mais il y a des indices pour tout, pratiquement. Il y a un indice démocratique, un indice de développement humain, un indice de gouvernance, qui est l'indice Mo Ibrahim. Il y a un indice sur la corruption. Il y a des indices sur presque tout. Vous trouvez ça sur Internet. Vous avez des classements faits souvent par des ONG ou des instituts, etc., privés, qui classent tous les pays. Et le Sénégal est un des pays les mieux classés de tous les pays francophones sur la plupart de ces indices. Donc c'est un point à relever. Il y a aussi l'indice Doing Business qui favorise les affaires. Donc je disais, le Sénégal est évidemment bien placé sur l'indice démocratique puisqu'il y a eu 2 alternances, et aussi parce que c'est une des plus anciennes démocraties d'Afrique. Avant la vague de démocratisation des années 90, le Sénégal était déjà démocratisé. Bon, enfin, il y a toujours des imperfections, mais il est assez en avance quand même. La gouvernance, alors je connais les défauts de la démocratie, de la gouvernance et tout ça au Sénégal, mais néanmoins les choses progressent. Bon, mais votre question c'était qu'est-ce qu'il faut faire de plus pour améliorer la situation, c'est ça? C'était ça votre question? Oui, rejoindre. Écoutez, il faut effectivement, pays par pays, identifier les facteurs de blocage. Dans un pays comme le Sénégal n'a pas beaucoup de ressources naturelles. Et c'est un pays pauvre du point de vue naturel. Il reste que l'agriculture est un secteur qui peut être fortement développé au Sénégal. Et c'est le cas. Actuellement, je pense qu'il y a des mesures qui sont prises dans ce domaine par le président Macky Sall. Il y a aussi un autre domaine qui est très sous-développé au Sénégal, c'est le tourisme. Là, il y a un potentiel touristique très très fort au Sénégal qui est très sous-développé et je pense qu'il faut le développer. Ils viennent seulement de supprimer les visas qu'ils avaient rétablis pendant que j'étais ambassadeur là-bas. Je n'étais pas très content, mais malgré mes protestations, ils avaient rétabli les visas pour des raisons politiques, pas pour des raisons économiques. Mais économiquement, on les a supprimés, donc c'est une bonne chose, mais ça ne suffit pas. Il y a toute une série de mesures qui sont à prendre au Sénégal pour favoriser, si vous voulez, les investissements étrangers aussi au Sénégal. Voilà. Le Sénégal, par exemple, ça peut être avec son port, avec son chemin de fer, si le chemin de fer est rénové, ça peut être une zone d'accès à l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest et à l'arrière-pays du Mali. Tout ceci n'est pas encore très développé. Et il y a quand même un potentiel de développement, il y a des avantages comparatifs du Sénégal qui sont essentiellement son emplacement. Donc, et son emplacement parce que les ressources naturelles sont faibles. Et il faut aussi développer le système éducatif dans les zones rurales au Sénégal. C'est aussi un handicap comme dans les autres pays du Sahel. Le niveau de formation de la population est insuffisant. Merci, Excellence. En évoquant la dévaluation du franc CFA en 1994, vous l'expliquez par une surévaluation de ce franc CFA que vous dites se reposer aujourd'hui. Est-ce à dire qu'on va vers une nouvelle dévaluation du franc CFA? Alors, ça, c'est pas moi qui décide de toute façon. Mais ce qui est certain, c'est qu'en 1994, on a dévalué le franc CFA avec 10 ans de retard. Ça, tous les économistes sont d'accord là-dessus. Donc, pendant toute la décennie 80 et au début des années 90, il y a eu un handicap très fort dû à la surévaluation du franc CFA dont n'ont pas souffert les pays anglophones. C'est une réalité. Il paraît que c'était Houphouët-Boigny qui s'y opposait, mais enfin, il fallait lui expliquer que c'était comme ça. Il fallait dévaluer le franc CFA, c'était très très important. On l'a fait qu'au dernier moment. Alors aujourd'hui, il faudra en discuter avec des économistes, mais le fait d'avoir ce manque de flexibilité monétaire est un problème quand même. Les pays, des pays pauvres de la zone CFA sont arrimés à une monnaie forte qui est l'euro. Ouais. D'arrimer le franc CFA à l'euro, justement. Comment? Est-ce une bonne option d'arrimer le franc CFA à l'euro? La question se pose. Moi, je n'ai pas une réponse toute faite là-dessus, mais ça mérite débat et c'est un sujet
qui devrait être... Enfin, normalement, les ministres de la zone franc se réunissent chaque année, etc., et en discutent, mais pour l'instant, je ne vois pas beaucoup de mesures vraiment décidées dans ce cadre-là. Je pense qu'il faudrait relancer le débat sur la zone franc. Alors, il y a toujours des gens qui vous expliqueront que la zone franc apporte une stabilité monétaire, résout un certain nombre de problèmes, et que c'est bien d'avoir une monnaie commune avec ses voisins comme l'euro, etc., en Europe. Tout ça, c'est vrai, mais il y a un autre inconvénient, c'est de ne pas pouvoir jouer sur la parité quand on veut exporter. Et ça bride un peu l'industrialisation et les exportations même de matières premières un peu pour les pays de la zone franc. C'est un problème, je pense. Moi, je ne suis pas un très grand partisan de cette idée de franc CFA à titre personnel. Et j'aime pas beaucoup non plus cette coloration un peu néocoloniale qu'il y a là-dedans. Je pense que les pays africains devraient pouvoir avoir leur autonomie sur ce sujet, puisque la plupart l'ont fait, pourquoi pas la zone franc. Mais enfin bon, ça c'est un point de vue plus personnel. Il faut être pragmatique, il faut voir vraiment les avantages et les inconvénients. Ouais. Ici, monsieur, là. Monsieur. Voilà. Non, mais là, c'est bon, là. Après, on va passer là. Ouais. Allez-y. Merci, monsieur l'ambassadeur. Je voulais vous poser 2 questions. La première a trait au handicap que vous avez soulevé. J'ai l'impression que vous n'avez pas parlé de la décolonisation. De la décolonisation. La décolonisation, la mauvaise décolonisation. D'accord. La décolonisation où les frontières ont été tracées avec des règles et des crayons, des lignes droites qui ont divisé des communautés, qui ont divisé des zones économiques ancestrales. Je voulais avoir votre avis sur les conséquences que cela... Bon, il y a 2 éléments à votre question. Il y a la question des frontières qui découpent artificiellement et puis la question du legs de la décolonisation. Non, je parle de la mauvaise décolonisation, c'est-à-dire le fait de tracer des frontières avec des règles et des crayons sans tenir compte des contours culturels, sociologiques. Non, mais c'est vrai que les frontières sont souvent très, très artificielles, pas systématiquement. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, certains pays qui n'ont pas de problème de frontières comme Madagascar n'ont pas fait vraiment la preuve que ça allait beaucoup mieux. Bon, enfin bon, on peut toujours discuter. Les frontières, ça se dépasse. C'est pas des cloisons étanches normalement. Donc il y a les organisations d'intégration régionale, il y a les accords bilatéraux. Donc les frontières, elles sont ce qu'elles sont. Et c'est pas forcément un handicap. En plus, l'Union africaine ou avant l'OUA ont décidé de ne pas ouvrir ces boîtes de Pandore parce que si vous commencez à discuter les frontières, vous en sortez plus. Et certains pays l'ont fait quand même. Entre l'Érythrée et l'Éthiopie, il y a eu une guerre sur la délimitation de la frontière, le Cameroun et le Nigeria aussi, etc. Il y a eu quelques guerres frontalières, donc c'est quand même beaucoup d'énergie et de gaspillage sur ce sujet. Donc il vaut mieux prendre les frontières telles qu'elles sont, même si elles sont tombées comme ça sans qu'on les choisisse, et essayer de faire avec et de trouver des accords. Voilà, par exemple, si une communauté est coupée par une frontière, prévoir une libre circulation, comme dans la zone Schengen, c'est faisable. Ouais. Enfin, je constate notre désaccord sur ce problème-là. J'ai une autre idée. Ouais. Bon, ma deuxième question est liée à la problématique de la transition démographique. Bon, j'ai l'impression que c'est un problème que vous différez, c'est-à-dire que ce n'est pas un problème actuel, c'est un problème à venir. Alors que pour moi, c'est un problème actuel qu'il faut régler et qui constitue un grand handicap pour le développement de nos États africains. Parce que l'explosion démographique, ce n'est pas seulement l'éducation. Il ne suffit pas d'éduquer les jeunes, non. Il faut savoir les soigner quand ils sont malades. Il faut savoir leur trouver un emploi. La capture du dividende démographique, c'est le fait de trouver un emploi, de les former, pour que ces gens-là, cette masse de jeunes-là, soit une masse productive, capable de peser sur l'économie de notre nation. Bon, contrairement à ce qui se passe en Afrique aujourd'hui, les jeunes sont là, on ne peut pas les former, ils sont mal formés. Non, mais surtout, on ne peut pas leur donner des emplois s'ils sont formés. Donc, on a une bombe de jeunes qui est là. Non, je suis d'accord. Alors, en fait, il y a 2 problèmes. Premièrement, on n'est pas encore dans le dividende démographique. Donc, de toute façon, la situation actuelle, comme vous le dites justement, est très mauvaise. C'est-à-dire que le rythme d'équipement sanitaire, scolaire, sans parler des emplois, etc., est totalement dépassé par la situation. Donc, dans les pays du Sahel en particulier, c'est là où la démographie est la plus forte actuellement, avec le record du monde de démographie pour le Niger et le Tchad, avec 7,6 enfants par femme en moyenne au Niger actuellement. Et quand on interroge les femmes par des sondages, elles disent que leur idéal de famille, c'est 9 enfants. Donc vous voyez que
Donc il y a un problème. Ouais. Et donc là, la situation est hors contrôle et menaçante. C'est pour ça que pour le Sahel, je dis que je ne suis pas optimiste. Parce que vont devenir tous ces jeunes, ces enfants qui n'ont pas d'emploi? Donc vont-ils devenir mercenaires d'entrepreneurs de violence ou de groupes djihadistes? Pourront-ils émigrer? La bonne solution, en fait, c'est qu'ils émigrent. Il n'y a pas d'autre bonne solution pour l'instant que l'émigration. Seulement, un certain nombre de pays africains se sont fermés à l'immigration, l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, etc. Et l'Europe, est bien entendu, est encore plus fermée. Donc, ils vont être coincés chez eux. Et ça, c'est un drame qui se prépare. C'est ça, la bombe à retardement. C'est tous ces jeunes sahéliens. Voilà. Bon, mais maintenant, dans un deuxième scénario, si on réduit la natalité, il va y avoir effectivement une population active, théoriquement importante, mais qui ne sera active réellement que si formation et création d'emplois. Voilà. Donc, c'est deux conditions. Ouais. Et santé aussi, bien sûr. Merci beaucoup.